Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Une minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Emmanuel, j'écoutais le bilan, là, puis tu as reçu une chirurgienne là, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui nous racontait ce qu'elle a vécu. C'est délirant. C'est hallucinant. Non, c'est vraiment fou, là. Je veux dire, cette chirurgienne-là était sur le point de débuter une chirurgie par la paroscopie là, sur une patiente. On était sur le point de l'endormir quand le courant est tombé. Alors, tu te dis, mon Dieu, qu'elle a été chanceuse parce que, dans sa malchance, parce qu'elle me racontait, elle dit, là, j'ai dit, mais il serait arrivé quoi si vous aviez été comme au milieu de votre opération? Ben, elle dit, je sais pas, il aurait fallu que je vois parce que, tu sais, on voit, là, on a tous vu ça dans les séries puis tout ça, là, il y a des appareils qui fonctionnent sur batterie, là, tu sais, aux soins intensifs, etc. Tu as 1 heure de batterie, là, pour pas que le patient meure si la génératrice ne s'embarque pas. Mais ces appareils-là, en salle de chirurgie, ils fonctionnent pas, là. Alors, tu sais, tu dis, imagine, là, cette femme-là, elle aurait pu être comme les deux, tu sais, ces petites machines, là, dans l'abdomen de sa patiente, puis là, dire, je fais quoi? J'attends, je me retire, puis là, je lui fais une chirurgie en l'ouvrant, là, tu sais, plutôt qu'en utilisant la science moderne des années 2025. C'était vraiment intéressant. Ce qui m'a frappé, c'est une espèce de calme dont elle a fait. Elle était toute en réserve, cette médecin-là. Elle est pas venue sur notre plateau pour péter sa coche. Moi, j'avais envie de péter ma coche pour elle, tu sais. Non, elle est juste venue raconter. Puis c'était tellement éloquent. C'était vraiment touchant et impressionnant. Gaëtan, j'ai trouvé cette femme-là lumineuse, puis tu sais, je me disais, faut-tu que tu aies la foi pour, tu sais, la foi en ta profession, faut-tu que tu aimes ta profession pour continuer à exercer dans des conditions comme ça? T'sais? Alors, hier, ce qu'on a entendu, c'est une personne compétente qui nous a raconté calmement une situation hors de contrôle, mais qu'elle contrôlait le plus possible étant ce qu'elle pouvait faire. Oui. Moi, là, je me suis fait appeler par du monde à la salle d'opération. Écoute, Gaëtan, fais quelque chose si tu peux, parce que moi, ma machine, là, un respirateur, par exemple, là, j'ai 1 heure de batterie, là. Tu sais, je me suis les fait dire comme ça. 1 heure de batterie. 1 heure, c'est parce que c'est ça, là. À un moment donné, si l'électricité part, ces appareils-là, souvent, les pompes, les petites affaires-là, ça a une batterie intrinsèque, là, c'est built-in, mais c'est pas une affaire qui dure 12 heures, là. C'est pas un F-150 là, que tu peux allumer ta maison, là. T'as 1 heure de batterie, là, puis t'espères que ça va être résolu. Moi, j'ai des collègues là, qui étaient à l'hôpital. Je vais te conter une affaire similaire. Là. Une patiente qui avait une bactérie mangeuse de chair, il faut y faire un examen de résonance magnétique. C'est l'examen qui est diagnostique. Après ça, tu l'opères ou tu l'opères pas. Mais quand ces machines-là n'ont plus d'électricité, il faut les repartir. Ça a pris 3 heures. Ça a pris 3 heures. 3 heures ça là, dans le cas d'une bactérie mangeuse de chair, ça met le patient à risque. Chantal Rivard, là, qui est la gynécologue, là, elle, si elle est dans la phase critique de sa chirurgie, là, puis là, je vais être cru, là, la phase où ça saigne. Bien, quand ça saigne, c'est bien plate, là, faut que tu contrôles le saignement, tu n'as plus d'instruments, il arrive quoi, tu penses? Ça, là, c'est quand ils disent en anglais le act of God, là, ça doit être ça. C'était pour dire au gouvernement, déniaisez-vous, parce que si j'avais voulu vous écœurer, je l'aurais fait 2 jours. Parce que 2 jours, là, dans les 15 salles d'opération de Maisonneuve-Rosemont, il y en aurait eu une au moins qui était dans la phase qui saigne, puis ça aurait mal fini. Mais Emmanuel, c'est le chaos à l'hôpital de Laval aussi, hein? Alexandre Moranville, tantôt, là, il nous a parlé de ça. Ben oui. Je connais, je ne raconterai pas trop parce que je connais certains médecins qui y travaillent, mais c'est ça qui est absolument tragique. Tu sais, tu dis, on a des médecins qui sont hyper talentueux. Tu sais, cette médecin hier, là, on s'entend, là, c'était une jeune médecin, là, tu sais. Ben oui. Mais elle reste pas à Maisonneuve-Rosemont parce qu'elle a fait toute sa carrière là-bas, puis c'est correct. Non. Elle dit, c'est ma maison. J'ai été formée ici. Mm-hmm. Je veux rester ici. Mais dans quelles conditions on force ces gens-là à pratiquer? Je veux dire, c'est... Puis là, on est dans le chaos de la désuétude.
Mais il y a le chaos de la gestion, là, tu sais, d'infirmières de nuit qui portent l'hôpital à bout de bras depuis des années, qui se font dire par un patron le matin, « OK, ben salut, ton poste, on l'abolit. Voici tes 3 options. Tu as une semaine pour me donner une raison. » Tu sais, je veux dire, c'est comme si on a un réseau de la santé dans un pays du G7 qui fonctionne grâce au renouvellement de son abonnement au département des miracles. Oui, exactement. Mais on se demande, Gaétan, pourquoi le gouvernement Legault ne va pas plus rapidement que ça à la rescousse de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais je pense qu'on a eu peut-être un petit indice de la raison. Tu nous as apporté un extrait. On écoute l'extrait de François Legault. On écoute ça. Madame la Présidente, d'abord, je répète que contrairement à ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle, je n'ai pas fermé la porte à réaménager les budgets, entre autres pour en mettre un peu plus à HMR. Mais il reste que la CAQ, c'est un parti des régions. Voilà. La CAQ, c'est un parti des régions. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. On en parlait hier quand je parlais de la fameuse enveloppe centrale. La CAQ, actuellement, dit des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies. On va te dire la chose qui est pas vraie. C'est une fausseté, là. Tu sais, quand la CAQ dit aujourd'hui, là, nous, par rapport aux péquistes, aux libéraux, on investit le double. Ben oui, mais c'est parce que la construction, depuis qu'ils sont arrivés, coûte 2 fois plus cher. C'est pas de leur faute. C'est juste que tout le monde sait que ça coûte 2 fois plus cher. Fait que si tu mets un budget qui est le double, tu fais la même affaire que les autres avant, ça coûte 2 fois plus cher. Si ça te coûte 200 pièces au lieu de 100 pièces pour le même produit, puis que tu mets 200 pièces, ben tu achètes le même produit, tu n'en achètes pas 2 fois plus. Alors ça, c'est un accroire du Père Noël, mais c'est bien vendeur politiquement. Oui, mais là, vas-y, continue. Là, quand il arrive puis qu'il parle parce que la phrase d'après, dans son extrait, il dit qu'il faut qu'on soit équitable avec les régions. Depuis quand que l'équité, c'est un facteur décisionnel quand il y a comme une urgence comme Maisonneuve-Rosemont? Là, le gouvernement dit on n'a pas d'argent. Bien, ça, c'est un vrai mensonge. Parce que je l'expliquais hier, il y a une enveloppe centrale dans laquelle, aujourd'hui, il y a 15 milliards de dollars. Et ce 15 milliards-là, dans la loi, il doit être assigné d'ici la fin de l'année. Donc, ils peuvent décider aujourd'hui de mettre de l'avant, là. Il n'y a aucun obstacle. Il y a juste à signer un papier. On est un parti des régions, donc il a peur de perdre des votes. Exactement. Alors, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'il fait, là, François Legault, actuellement, là? Puis on l'entend, là. Puis je vais décoder ce qu'il dit. Ah, vous savez, il y a le pont de l'île d'Orléans. Vous savez, comme depuis hier, là, ça fait la manchette, il y a le pont au-dessus du Saguenay. Ah, il y a le 3e lien. Ah, il y a. Ben, là, ben, c'est parce que 15 milliards, tu peux pas tout faire ça. Mais dans ce que je viens de nommer, là, il y a bien des comtés, bien des votes. Et là, ce à quoi on assiste à une compétition politique des fonds pour sauver des comtés. C'est Survivor CAQ. Là. Et Emmanuel, il n'y a pas un organisme indépendant là, qui est à l'extérieur de la politique. Ben non. Arrête, on va se ramasser avec une autre agence, là. Ben oui. Non, il va en avoir une, Emmanuel. Il va avoir l'agence des transports. On va peut-être avoir à un moment donné. Mais blague à part, là, vous avez choisi un court extrait de ce témoignage de M. Legault, mais il faut voir le reste de sa réponse. Là. Ah, c'est épouvantable. Parce qu'il se faisait questionner par Marc Tanguay. Puis là, ça m'a comme allumé. Je suis retournée voir dans mes notes. Il dit, vous savez, le Parti libéral est surreprésenté à Montréal. Ouais. C'est la raison pour laquelle il défend le projet et l'hôpital HMR. Puis là, c'est quand M. Tanguay lui a dit, excusez-moi, là, êtes-vous en train de me dire qu'on punit Montréal parce qu'il n'y a pas des... Puis c'est là qu'il s'est rattrapé en parlant du gouvernement des régions. Mais il a dit la vérité. Factuellement, le Parti libéral est surreprésenté. C'est la raison pour laquelle vous défendez le projet de HMR. OK, mais il vient d'avouer que si lui, il ne s'occupe pas du projet HMR, c'est parce qu'il n'est pas représenté. Il a même dit qu'il devait... Vous voulez, je vous cite mes notes. 11, il 50, a même 27. dit, je le dis verbatim, c'est une question d'équité. Là, on n'est pas dans l'urgence du problème, on est dans l'équité de la dépense. T'as rendu compte? Ben oui. Ça veut dire que dans l'esprit de François Legault, là, un bout de route est plus important qu'un malade dans un hôpital. Puis encore plus, un bout de route dans ses comtés qu'un malade à Montréal.
C'est ça qu'il dit. Ou les Kings de Los Angeles. Ah là, les Kings, ça, c'est bon parce qu'ils sont dans leur comté aussi. OK, mais c'est ça. Ça, Voilà. c'est correct. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait ça, parce que nous, on est les Canadiens de Montréal. Lui, il voulait avoir les Kings à Québec. Ben oui. C'est l'équité des games. Incroyable. Mais c'est fort, là. On va parler de politique fédérale. Pierre Poilievre va faire face à un vote de confiance. Va-t-il survivre, selon toi? Probablement. Ouais. Potentiellement. Je pense que ce qu'il faut comprendre dans ce débat-là sur l'avenir de M. Poilievre, il y a un vrai problème de siège, là, on s'entend. Ça serait plus facile s'il s'était fait réélire dans son comté. Ben oui. Mais ce qu'on sent des gens à qui on parle, c'est sûr que les conservateurs, ils sont déçus. C'est sûr qu'ils sont un petit peu fâchés contre leur chef. En tout cas, qui ont des reproches à faire à lui, mais à sa garde rapprochée aussi. Et que pour qu'il reste, ça va exiger des changements. OK? Mais ça, c'est normal après une défaite, là. OK? Mais dans les faits, je le disais à la blague hier au panel du 17h, c'est comme les conservateurs, ils ont élu Pierre Poilievre avec quoi? 90%? Fait que le fait qu'il soit divisif, polarisant, qu'on le compare à un mini-Trump, qu'il soit un idéologue non flexible, là, je m'excuse, il le savait déjà, là. Ben oui. Alors, c'est comme si tu t'achètes un Hummer, tu te plains pas qu'il te coûte cher de gaz après, tu sais? Mais c'est un package, là, Pierre Poilievre, là. Ils le connaissent, ils le savaient. Puis, donc, eux, ils veulent des changements, mais ils n'ont pas perdu foi en lui. La critique, elle vient d'où? Elle vient des premiers ministres des provinces. En l'occurrence, Doug Ford, à qui on reproche beaucoup d'avoir torpillé quand même la campagne de Pierre Poilievre par la voix de son organisateur en chef, etc. Et Tim Houston, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Et les deux, ce qu'ils reprochent aux conservateurs fédéraux, c'est de dire, vous avez opéré en vase clos, nous, on gouverne au niveau provincial, on a un pouls de notre population, peut-être que ça aurait été une bonne idée de nous appeler. Puis c'est là qu'il y a comme je pense que ces premiers ministres-là ont été blessés de la façon dont ils ont été traités par l'équipe de M. Poilievre, mais ils sont très sévères. Tim Houston, hier, a dit la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est finir par repousser des gens. Et c'est vrai. Un examen de conscience s'impose. Alors, l'inquiétude là-dedans, c'est que le Parti conservateur, c'est une grosse coalition que M. Harper a tenue ensemble à bout de bras. Mais là, quand on voit une fracture apparaître par la voix des premiers ministres provinciaux, ce sont tous des progressistes conservateurs. Hein? Fait que c'est une droite beaucoup plus modérée, je dirais. Je peux pas dire moins populiste, parce que le roi du populisme, c'est quand même Doug Ford, là, qui s'est pété une sortie, mais carabinée contre les juges gauche qui veut faire élire, puis c'est pas eux qui gouvernent. Tu sais, il est très, très, très populiste, mais il est comme un populiste au grand cœur, tu sais. Mais ils ont une façon peut-être moins dogmatique que le Parti conservateur fédéral de gouverner. Et il est là le risque de fracture. Et c'est là qu'il va falloir trouver une façon de réconcilier, je pense, ces deux branches-là du mouvement conservateur au Canada. Mais vers la fin de la campagne, il me semble que Poilievre s'était un peu transformé, adouci là, un petit peu plus. OK. Ici, le mot important de ta phrase, c'est un petit peu. C'est un bel effort. Mais il en reste pas moins que, objectivement, s'il n'y avait pas eu Trump, s'il n'y avait pas eu Trump, il serait au pouvoir. C'est au pouvoir majoritaire. Même avec Trump, s'il n'y avait pas eu Carney, il serait au pouvoir. Alors, peu importe les schismes, là, les tensions qu'il y a dans l'intérieur du Parti conservateur, leur meilleur cheval, là, c'est encore lui. C'est juste que lui doit accepter de mettre un petit peu de l'eau dans son vin organisationnel. Parce que lui, essentiellement, c'est un mini-Trump, le dictateur, là, qui tenait ça serré. Quand tu arrives à réussir à maintenir et que ces gens-là acceptent de rester sur la touche pendant 2 ans, là, ben là, c'est parce que les gens, tu sais, c'est croire ou meurt. Ils ont cru à lui. Et là, ils sont morts. Maintenant, je pense qu'il y croit encore assez pour que si lui met un petit peu de l'eau dans son vin organisationnel, là, qu'il gère avec un peu plus d'intelligence, qu'il s'entoure de candidats. Moi, je te dirais que les conservateurs, un des dangers pour les conservateurs, c'est le mouvement plus radical d'Alberta, là, les sécessionnistes et ainsi de suite, là. Eux autres, là, moi, même si j'étais à la place... l'Alberta va faire l'indépendance avant le Québec. Si aujourd'hui, j'avais engagé... Non, sérieux. Ah ben moi, certainement, si j'avais engagé, là, je dirais oui. Ben certain.
On devrait. Il y a plus de chances que l'Alberta fasse l'indépendance aujourd'hui, là, 1er mai, Que le Québec. que le Québec. Emmanuel, je veux revenir à la politique provinciale. Éric Duhaime se présente dans Arthabasca puis a demandé au PQ de ne pas présenter le candidat pour lui laisser le chemin clair devant lui. Et là, Pascal Burbé a dit « wow, 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 wow ». Là. Il dit il y a eu 3 partiels ou 4 partiels, puis il aurait pu se présenter dans ces partiels-là. Éric Duhaime, il a choisi de ne pas se présenter. Ben voilà, c'est ses affaires. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette... y a-tu raison, Éric Duhaime? Moi, je peux te dire que quand il y a eu la partielle dans l'ancienne circonscription de Bernard Drinville, dont le nom m'échappe... Verchères, c'est ça? Non, Verchères, c'est... Oui, c'est ça. C'était pas Mais Verchères. le parti... non, c'était le parti... Verchères, c'est Bernard Landry. Oui, En tout non, cas, c'est vrai. En tout cas, dans l'ancienne fois. circonscription de Bernard Drinville... de Mme Fournier, plutôt, c'est ça. Le Parti québécois aurait bien aimé que la CAQ ne présente personne pour que Paul Saint-Pierre Plamondon se fasse élire. Alors, à un moment donné, c'est croix ou meurt. Il faut qu'il y ait un parti qui donne l'exemple pour que tous les autres donnent l'exemple. Moi, je pense qu'il y a une injustice démocratique profonde dans le fait que le parti de M. Duhaime a eu moins de 50 000 votes de moins. C'est 50 000 votes, c'est pas tant que ça, là, que le Parti libéral, puis qu'il ne soit même pas représenté à l'Assemblée nationale. Je trouve ça malheureux que dans le monde d'aujourd'hui, cette galanterie politique d'une autre époque D'une autre ait été époque. perdue. C'est Marie-Victorin? Marie-Victorin, c'est ça. Marie-Victorin, exactement, c'est ça, voilà. c'est Marie-Victorin. Maximile vient de me dire ça dans mes écouteurs. Ouais. Mais à un moment donné, les élections, c'est ça qui est ça. Il y a Ben, des élections, puis dans le cycle s'il remporte, électoral, il va siéger. S'il ne c'est ça. remporte pas, il ne siégera pas. Dans le cycle électoral dans lequel on est, là, où tout le monde est avide de garder... Tu vois, t'as la CAQ qui ne veut pas perdre des comtés. Ben oui. T'as les conservateurs qui veulent exister. Je pense pas que les libéraux peuvent gagner ce comté-là. Puis t'as les péquistes qui se sentent en montée. Et moi, je Non, vois... mais Gaétan, verrais-tu, là, aux Olympiques, le sprinter aux Olympiques, non. qui est numéro 1, puis qui dit je vais laisser ma place. Je vais pour laisser que ma place, ouais. Numéro 2, numéro 3, puis remporter En la médaille Ben, on demi-finale, l'a puis fait je vais aller en pendant finale. longtemps, Non, hein? Oui, mais là, on est à un autre temps. Mais Et oui, mais... en terminant- c'est un en côté terminant- romantique et nostalgique. C'est beau. On a besoin d'un projet de loi pour ramener le civisme à l'école. C'est quand même hallucinant. On a Ben, on besoin va le d'un mettre projet dans de un loi. autre projet. On va le mettre dans un projet de loi existant, là. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est pas qu'on dise on va ramener le vouvoiement puis le monsieur, madame, là. Il y a un extrait dans la conférence de presse à la toute fin où monsieur Drainville, on dit, ouais, mais c'est quoi ça, mesure de respect? Ben, il dit, il faut ramener le merci et s'il vous plaît dans les écoles. Pardon? Merci, s'il vous plaît. Il faut que tu mettes ça. Il faut que Dans tu mettes une dans loi. les codes de vie dans les codes de vie des écoles. Les Écoute. codes de vie, quand même. Mais il faut mettre dans les codes de vie qu'il faut que les élèves apprennent à être polis Ben, avec les personnes en Mais Gaétan, apprennent à être polis entre eux. Ben, c'est Merci, ça, s'il vous plaît. C'est ça, 2025. Moi, des fois, je dis à mes enfants, jamais j'aurais parlé à mon père comme vous me parlez. Ben non, moi jamais. non plus, là. Moi non plus. Écoute, c'est un signe de la société. Tu sais, la société, là, ça commence à la maison, là, ça commence dans nos vies personnelles. Et on apprend les codes de la société dans l'éducation, qui est aussi à la maison et à l'école. Et là, je fais référence à, par exemple, moi, je suis la génération où on avait des cours de bienséance. Ben oui. Ben, les cours de bienséance, c'était les cours de code de société. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. On vous voit, puis on enlève notre chapeau quand on rencontre quelqu'un. Puis là, ça va jusqu'à l'église, patati patata. Mais c'était les mêmes codes à l'école qu'il y avait à la maison. Hein? On n'était pas surpris qu'à l'école, il y ait des cours de bienséance, parce que c'est la même affaire que nos Ben, c'est parents ça, disaient. là, là, il faut un projet de loi pour dire aux parents, élevez vos Ben, enfants. c'est ça qui est la maudit bizarrerie de la bordel. vie, là. Exactement. On te laisse aller à la joute, bien sûr. Merci, on se reparle demain. Au revoir. Salut. Au revoir.